Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce vendredi 11 juillet. Au Soudan, une enquête de la BBC a trouvé des preuves suggérant que l'attaque contre des manifestants a été ordonnée d'en haut et planifiée. La tension persiste dans le Golfe. Le Royaume-Uni va accroître sa présence militaire avec le déploiement des deuxièmes navires de guerre. Et puis, notre page spéciale Cannes, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont les 4 équipes encore en lice dans la compétition. La BBC a obtenu des preuves suggérant que l'attaque du 3 juin au Soudan contre des manifestants à Khartoum a été ordonnée et planifiée. Internet a été rétabli dans le pays depuis quelques jours et de nombreux Soudanais postent leurs vidéos. L'équipe de BBC Africa Eye a analysé plus de 300 vidéos filmées par téléphone à Khartoum ce matin-là pour reconstituer en détail le fait du massacre qui a fait des dizaines de morts. Attention, ce reportage contient des images qui peuvent choquer. Olivier Weber. Khartoum au matin du lundi 3 juin. Des vidéos filmées par les manifestants révèlent l'ampleur de la violence. Des civils ont été abattus à bout portant par des hommes en uniforme. Et frappés même lorsqu'ils n'offraient aucune résistance. Les femmes n'ont pas été épargnées. Ces hommes sont des soldats des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire sous le commandement du Conseil militaire de transition. Les dirigeants militaires soudanais ont démenti toute responsabilité dans les atrocités, imputant la violence à des éléments insubordonnés. Mais la BBC a rencontré 2 hommes qui disent avoir servi dans les forces de soutien rapide et avouent avoir participé à l'attaque. Tous 2 affirment que l'ordre de disperser le sit-in était venu 2 semaines plus tôt. Par crainte des répercussions, nous avons protégé leur identité. Les ordres ont été donnés par le commandant, le général Emeti. On a reçu ces ordres le 20. Après ça, Abdourahim Dagalo est venu nous voir pour nous dire de disperser le sit-in, qu'il fallait mettre ces gens en fuite. Abdourahim Dagalo est le frère de cet homme, Emeti. Il est le chef des FSR et vice-président du Conseil militaire de transition. Beaucoup le considèrent comme l'homme le plus puissant du pays. Nous avons demandé une réaction à ces allégations à Emeti et à la hiérarchie militaire, sans réponse. Les survivants, eux, continuent de raconter ce qu'ils ont vu. Ils ont jeté des gens dans la rivière. Ils ont jeté des cadavres dans la rivière. Nous avons reçu des vidéos qui corroborent ces témoignages. Elles montrent des corps repêchés dans la rivière, certains avec des blocs de béton attachés aux pieds. Internet a été rétabli au Soudan. Les vidéos de la répression continuent d'affluer en ligne. Une question se pose désormais, est-ce que quelqu'un devra un jour rendre des comptes? À la une également, tous les navires britanniques naviguant dans les eaux proches de l'Iran doivent renforcer leur sécurité. Une décision qui intervient après qu'un navire de guerre de la Royal Navy ait dû mettre en garde 3 bateaux iraniens. Ceux-ci tentaient d'intercepter un pétrolier britannique dans le Golfe. La région, qui est l'une des principales routes de transport de pétrole au monde, connaît une escalade majeure de tensions depuis ces dernières semaines. Lamine Norezine Konkubo. Voici le navire de guerre de la Royal Navy qui a dû donner un coup de semonce aux 3 canonnières iraniennes. La frégate HMS Montrose et son détachement de la marine seraient même allés jusqu'à braquer un canon sur les bateaux iraniens. En tout cas, elle a émis 3 sillons radio pris au sérieux par les Iraniens
qui ont dû désamorcer l'offensive. Et sur cette séquence, le pétrolier, la British Heritage, qui était dans le collimateur des Iraniens, il transitait par le détroit d'Ormuz où la situation est volatile depuis des semaines maintenant. Selon des sources militaires, la Heritage était en rade de l'île controversée d'Abu Moussa lorsque les bateaux iraniens ont tenté de la contraindre à changer de cap. C'est alors que la frégate britannique s'est vue obligée d'agir. Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères. Évidemment, l'évolution de la situation est très préoccupante, mais je suis aussi très fier de la Royal Navy et du rôle qu'elle a joué dans la protection des intérêts des cargaisons britanniques. Nous continuons à surveiller la situation de très près. Les gardiens de la révolution iranienne patrouillent régulièrement sur ce corridor maritime, l'un des plus fréquents dans le monde. Ils avaient menacé auparavant de le bloquer. Il faut dire qu'un cinquième des réserves mondiales de pétrole transite par les détroits d'Ormuz. La tension a augmenté depuis que le président Trump a désengagé les États-Unis d'un accord international visant à freiner le programme nucléaire iranien. Le mois dernier, les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir ciblé de pétroliers dans la région. Une semaine plus tard, l'Iran a abattu un drone américain de surveillance. Et puis la semaine dernière, des marines de la Royal Navy ont saisi un pétrolier au large de Gibraltar, transportant du pétrole iranien vers la Syrie, en violation des sanctions de l'Union européenne. Les États-Unis ont déjà renforcé leur présence militaire dans la région afin de protéger leurs intérêts. La Grande-Bretagne pourrait leur emboîter le pas. À noter que jusqu'à 30 navires de commerce britanniques s'aventurent dans la région chaque jour. Et bien que l'Iran nie toujours avoir tenté de saisir le pétrolier, la menace reste bien palpable. Le reste de l'actualité en bref et en images. Le Fonds monétaire international vient en aide à la République du Congo. Le FMI a approuvé un crédit de 450 millions de dollars sur 3 ans. Objectif, aider le pays dirigé par Denis Sassou Nguesso à relancer son économie, mise à mal entre autres par la chute des cours du pétrole. La République du Congo croule notamment sous le poids d'une importante dette redevable à la Chine. Les proches des victimes du crash du Boeing 737 MAX en Indonésie l'an dernier n'auront pas droit à des indemnisations. Les avocats ont déclaré à la BBC que de nombreuses familles avaient été persuadées de signer des formulaires les empêchant de poursuivre Boeing en justice. Boeing a refusé de commenter ces informations. Et puis le chanteur américain de R&B, R. Kelly, déjà accusé de multiples agressions sexuelles, a été arrêté hier sur des accusations de pédopornographie et détournement de mineurs. C'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. Ses avocats n'ont pas encore commenté l'arrestation. Que diriez-vous de partir maintenant en voyage avec moi au Royaume-Uni, riche de traditions, complexe dans sa culture et d'une diversité sans fin? Le Royaume-Uni attire de plus en plus de touristes qui font ensuite la promotion sur les médias sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Visite guidée avec Claire René-Mendy. Visiter un lieu touristique tout en donnant une place privilégiée à son appareil photo, c'est le pouvoir que donnent les réseaux sociaux. Ils permettent à la nouvelle génération de se rendre dans des lieux célèbres au Royaume-Uni, mais surtout de prouver au monde qu'ils y étaient. Commençons par York, une ville du nord de l'Angleterre, riche d'histoire et de sites à visiter. John a commencé un Instagram dont le but est à la fois de se rendre dans les lieux les plus touristiques tout en prenant les meilleures photos. Je pense que ça change vraiment la façon dont les gens veulent consommer, la façon dont les gens veulent visiter une ville et surtout la photographier. C'est une façon de partager leur aventure et leurs histoires avec les gens. Cette visite qui vous emmène dans des endroits où vous pouvez prendre ce genre de photos, c'est vraiment le but. Tout le monde à la maison veut les voir, nos familles les attendent et nous demandent « Où es-tu maintenant ?» C'est bien pour eux d'être capables de voir en temps réel. Instagram, cela vient du mot Insta. Ils vivent l'expérience en même temps que nous. Quelques kilomètres plus loin, à Castle Howard, il y a un cadre pour vous aider à obtenir la meilleure photo. Ici, connaître son audience est la clé du succès. Il est absolument essentiel que nous allions vers les jeunes. Des endroits comme Castle Howard sont l'âme de l'histoire du pays. Et la façon dont nous la rendrons attrayante pour un marché plus jeune est vraiment important pour nous. C'est aussi ici que s'est tenue la réception du mariage d'une pop star taïwanaise. Et cela a attiré des milliers de visiteurs. Nous avons vu les photos d'une célèbre pop star taïwanaise sur son Instagram. C'est grâce aux photos qu'on connaît Castle Howard. Ailleurs, à Lake District, site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, on est plus prudent. Il faut aller plus haut
pour prendre les meilleures photos et cela préoccupe les équipes de secours en montagne. Beaucoup de gens sont tombés et sont morts ou bien ont été grièvement blessés. Il suffit d'une rafale de vent alors que vous vous concentrez sur une photo et que vous êtes sur le bord. Il faut donc être extrêmement prudent et connaître les dangers qui vous entourent lorsque vous prenez vos selfies. La magie de l'instantané et des réseaux sociaux a encore de beaux jours devant elle. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle profite au tourisme britannique. C'est le moment de retrouver notre envoyé spécial au Caire, Pierre-Antoine Denis, pour faire le point sur la CAN. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Nicolas. Et nous connaissons l'adversaire du Sénégal en demi-finale. Tout à fait, et c'est la Tunisie. Les Aigles de Carthage n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent hier pour venir à bout de Madagascar. Le score est assez rude, 3-0, mais il est aussi anecdotique parce que les Baréas étaient vraiment fatigués. On pouvait le voir sur le terrain, il y avait beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, mais les jambes ne pouvaient plus, ne suivaient plus les cerveaux, les envies des joueurs de Madagascar. Du coup, le conte de fées s'arrête pour Madagascar, mais c'est une véritable très belle histoire, l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée hier soir. On connaît donc les 4 demi-finalistes, Tunisie, Sénégal et derrière Algérie, Nigeria. L'Algérie qui a eu beaucoup plus de mal à se qualifier puisque c'est au terme des pénaltys qu'ils ont réussi à venir à bout de la Côte d'Ivoire. Un match qui a créé du coup une explosion de joie un peu partout en Algérie, mais aussi à Paris, avec vraiment l'avenue des Champs-Élysées qui a été prise d'assaut. Mais du coup, forcément, du côté d'Abidjan, eh bien, les réactions étaient évidemment beaucoup plus tristes, comme vous allez pouvoir le voir. Pour moi, les éléphants ils ont bien joué. Et puis pour moi, en tout cas, ce match-là, je suis content. Je suis fier, je ne suis pas découragé. Parce qu'ils se sont donnés quand même à fond. Mais vous savez, dans le foot, il y a tout un gagnant en toutes choses. Et là, bon, il ne faudrait pas qu'on soit malheureux. Nous sommes sortis en quart de finale. Nous avons fini tous nos efforts malgré nous-mêmes. Mais les jeunes gens, ils ont montré leurs capacités. Ils ne sont pas venus ici pour nous déséancer. Ils sont venus ici pour nous montrer qui ils sont. Voilà ce qu'ils ont montré. Voilà, donc l'Algérie qui donc qualifiée pour ces demi-finales et qui affrontera le Nigeria qui a battu l'Afrique du Sud pour arriver au stade des demi-finales. Nous avons d'ailleurs rencontré William Troost-Ekong, le défenseur nigérian, auteur du but victorieux face à l'Afrique du Sud. Il se dit prêt à affronter les Fennecs, même s'il les considère comme la meilleure équipe du tournoi. In my opinion, they're the best team in the tournament. À mon avis, c'est la meilleure équipe du tournoi, donc ça va être un match très difficile. Mais d'une manière ou d'une autre, nous réussissons bien quand nous sommes les outsiders. Moi et toute l'équipe, nous voulons prouver quelque chose. Nous devons battre la meilleure équipe pour gagner le trophée. De toute façon, si ce n'était pas en demi-finale, on les aura affrontés en finale. Nous sommes prêts pour eux et voyons ce qui se passera. Yeah, we have to be ready for them, and let's see what happens on Sunday. Voilà, Nigeria-Algérie à partir de 19h en temps universel dimanche soir. Mais juste avant, à partir de 16h en temps universel, eh bien, c'est l'autre demi-finale Sénégal-Tunisie qui sera à suivre en direct sur la radio BBC Afrique par Babacar Diarra et Yoro Mangara qui seront en direct pour vous depuis le stade. Et donc une demi-finale à suivre avec une place en finale peut-être pour les Lions indomptables. Et enfin, avant de vous rendre l'antenne, Nicolas, dernière info autre de la Coupe d'Afrique des Nations. Antoine Griezmann est officiellement un joueur de Barcelone. Merci beaucoup Pierre-Antoine, merci pour ce point complet sur l'actualité de la CAN. Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Agat TV. Je vous laisse en bonne compagnie ce week-end avec Lamine Noureddine Kankobo pour BBC Echo demain et Olivier Weber pour BBC Hebdo dimanche. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Excellente soirée à tous.